Aujourd'hui, si je veux donner des chiffres, on arrive à faire entre 10 et 11% par an, ce qui fait que le client garde ses 7%. Nous, on garde le surplus. Là-dedans, tout le monde est gagnant. Ok, c'est très bien, je fais travailler mes euros en crypto, mais après, je veux récupérer mes euros sur mon compte bancaire. Est-ce qu'il y a une imposition sur les plus-values à 30% là-dessus? Si effectivement tu es résident fiscal français, tes bénéfices, tes profits sont imposés à hauteur de 30% sur les plus-values. Et Canada, c'est 50% sur les plus-values, donc ça rigole pas. Bon, salut Armand. Salut Dimitri. Enchanté. Bah écoute, on s'est vu un petit peu avant, mais écoute, ça fait plaisir d'être là dans un nouveau format en soi. Et voilà, on va voir si on continue après dans ce sens-là, mais effectivement, ça va nous permettre un petit peu de faire une sorte de grande FAQ, et surtout voilà, une sorte de grand point aussi sur l'avancée de Coinstancy, où est-ce qu'on en est, quel est le futur, et puis voilà, on va explorer un petit peu tout ça. Yes, carrément, on va essayer de démystifier certains trucs, avoir un maximum de transparence sur certains points au niveau de CS, et puis raconter un peu comment ça s'est construit. Bien CS. sûr. Bah alors, petite précision aussi, CS, c'est Coinstancy. Oui. C'est l'abréviation qu'on utilise tous. Ouais, au sein de l'équipe, c'est vrai que parce que c'est plus Coinstancy, facile. c'est un petit peu long, donc on dit plutôt CS. C'est pas le Crédit Suisse. Hein. Mais non. Mais ouais, voilà. Donc, commençons par le début. Armand, toi qui es fondateur de Coinstancy, comment ça s'est créé, comment ça a débuté? Parce que moi, j'y suis pas du tout à l'origine. Hein. Ouais, t'étais quand même au début, mais ça, on va le voir. Un petit peu après. Ouais, un petit peu après. Bah, en gros, Coinstancy, si tu veux, ça date. C'est une idée que j'ai eue en 2019. En fait, je suis entré fin 2019, parce que je suis entré dans le monde crypto début 2019, je crois en mars ou en avril. Donc en fait, en plein milieu, j'ai envie de dire, entre le bear market et le nouveau bull. Et très concrètement, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé en amour face aux cryptos. En fait, je les ai découvertes sur eToro à l'époque, parce que on commence tous quelque part, tu vois. C'est vrai. Mais en fait, j'avais débuté sur eToro, et si tu veux, de base, j'avais acheté quelques actions, enfin même beaucoup d'actions d'ailleurs à l'époque. Et c'est vrai que pour le coup, à un moment, j'ai découvert un petit peu tout ce qui était BTC, ETH, XRP. Je savais pas vraiment ce que c'était tout ça, sauf que je voyais des grands multiples et des gens qui commençaient un petit peu à parler des cryptos, parce que, pour la petite anecdote, on m'avait parlé des cryptos en décembre 2017 avec le Plexcoin. Spoiler alert, ça vaut plus rien. Mais on m'avait dit, Armand, mets un petit peu d'argent dessus et tout. J'ai déjà fait x2. Sauf qu'au final, je n'ai jamais posé un seul centime là-dessus. Bref. Et toujours est-il que voilà, début 2019, je me mets un petit peu à tout ce qui est investissement, actions crypto. Et fin 2019, en fait, c'est un déclic que j'ai eu un petit peu avant, mais sur la fin 2019, je me suis vraiment dit, ok, je veux créer une boîte dans ce domaine-là. Quand j'ai vu un petit peu le marché qui commençait à se redresser, les gens qui s'y intéressaient de plus en plus, et surtout plusieurs amis qui me demandaient d'investir pour eux, en fait, je me suis dit, ok, j'ai accepté de le faire pour 2-3 personnes. Maintenant, ce que je veux faire, en fait, c'est vraiment le faire sous un cadre carré, légal, et ce qui fait qu'à l'époque, j'avais créé Blue Shadow Invest, qui est donc l'ancêtre de Coinstancy, puisque c'est la première entité qui a vraiment existé là-dessus. Et en fait, je me suis lancé avec un ami développeur avec qui on a fait un premier site. On avait, je crois, 1 ou 2 clients à l'époque. Et en fait, quand je me suis rapproché du coup de tout ce qui était Hasher à l'époque, pour justement qu'il me donne quelques conseils sur comment monter sa boîte crypto, tout ça, et j'ai pu échanger avec Thibaut Boutroux. J'ai retrouvé les mails il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs. Ça m'a fait un petit souvenir et ça m'a mis le sourire aux lèvres de voir ça, parce que j'avais déjà, on va dire... Vous échangez par mail? On échangeait par mail, ouais. Ok. On échangeait par mail parce qu'en fait, initialement, Owen, j'avais contacté sur Messenger, sur Facebook, à l'époque, en le voyant, et je me souviendrai toujours de son message qui m'a dit... qui me tutoyait, et il me disait « Tu peux me tutoyer aussi, je ne suis pas un patron du CAC 40 ». Et je me suis dit, effectivement, ok, dans ces cas-là, j'ai compris l'écosystème crypto, c'est beaucoup plus léger qu'on va dire un écosystème plus classique comme la bourse ou les entreprises tradies. Effectivement, j'avais échangé par mail avec Thibaut à l'époque, et c'est là que j'ai pris connaissance du cadre PSAN et du fait que je ne pouvais pas faire n'importe quoi en crypto, pas comme je le voulais, ce qui fait que Coinstancy, en fait, s'est arrêté relativement vite. Elle s'est arrêtée Coinstancy, Blue Shadow Invest s'est arrêté relativement vite, puisque on n'avait pas de PSAN, on n'était que 2.
Et moi, en fait, je débarquais un petit peu la fleur au fusil et voilà. Donc, c'est comme ça qu'est née mon envie de créer une entreprise dans le monde crypto. Ok. Et après, effectivement, bah, tu as eu toute une période, on va dire, de flottement où Blue Shadow Invest s'est transformé en BNB Capital et où BNB Capital s'est transformé en Coinstancy parce que bah, on a fait un vrai travail en fait pour chercher une vraie identité de marque avec une graphiste. D'ailleurs, Zoé, si tu passes par là, voilà, qui nous a beaucoup aidé puisque c'est elle qui a fait vraiment toute l'identité visuelle de Coinstancy et qui a vraiment bah, permis de mettre en place ce qu'on est aujourd'hui avec ce monde un petit peu marin. Donc voilà. Ok, et pourquoi cette identité un petit peu marin Bah, initialement, ça remonte encore à l'époque de Blue Shadow Invest. Ça devait pas s'appeler Blue Shadow Invest, ça devait s'appeler Blue Lagoon. Parce qu'en fait, D'accord. en rapport avec mes origines polynésiennes, parce que je suis né à Tahiti et j'y suis très attaché. Et ce qui fait que voilà, je voulais m'appeler l'entreprise devait s'appeler le Lagon Bleu en anglais. Et ce qui fait qu'en fait, voilà, c'était déjà pris. Blue Lagoon Capital ou quelque chose du style était déjà pris. Donc je me suis dit, bah, en soi, qu'est-ce que je veux pour mes clients? C'est de la discrétion. C'est le fait de ne pas divulguer qui sont nos clients, tout ça. Bon, ça a pas mal changé maintenant avec les règles, Ouais, avec les malheureusement, règles ouais. Psan Mika. Mais en fait, voilà, c'était pour ça, Blue Shadow, justement, pour une ombre bleue. Et c'est justement bah, de là qu'est venu cet univers marin de Blue Lagoon, puis ensuite Blue Shadow. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est resté et que je voulais faire rester. Et au final, bah, ça matche plutôt bien avec notre petit déplacement en Polynésie française ces derniers mois. Ok, ça marche. Alors, on en reparlera Ouais, avec de ce plaisir. sujet parce que c'est un assez morceau. Ok, et comment j'en suis arrivé là? Et bah, Comment comment on s'est rencontrés? justement, en fait, pour moi, c'est un bon pont parce que j'ai cité la Polynésie française et on s'est rencontrés là-bas. C'est vrai. On s'est rencontrés à Tahiti pour ne pas faire plus exotique encore. Pourquoi, j'en sais rien, mais... Non, bah, c'était au PIX. Oui. C'était au PIX, au Polynesian Island Crypto Summit en 2022. Oui. À l'époque, j'étais encore en école de commerce. On faisait une sorte de tour du monde. Et en fait, j'étais en Thaïlande quand j'ai appris qu'il y avait le PIX. Et en fait, entre-temps, je suis allé au Canada. Et donc, ce qui fait que ouais, j'ai pris, on va dire, un billet d'avion un peu en last minute pour aller sur Tahiti. J'ai sponsorisé les votes encore une fois en last minute. À savoir que Coinstancy, il n'y avait rien, même pas un site. Alors, pour la petite anecdote aussi, avant de parler justement de comment est-ce qu'on est venu à se rencontrer, c'est que j'avais rencontré Grégory, donc, qui est le numéro 2 de Coinstancy, quelques mois avant. Parce que là, on était, je crois, c'était en mai, je crois, le PIX. Si je dis Ouais. pas de bêtises. C'était en mai 2022. Et j'avais rencontré Grégory, pardon, en janvier ou en février. Et en fait, initialement, on n'avait pas de site, rien. Et bon, le site est né littéralement le jour d'avant le PIX. On avait, 24 heures avant. voilà, on avait Zoé, donc notre graphiste, qui nous avait fait toute une maquette sur bah, justement comment organiser le site et tout. Moi, j'avais dit à Grégory, bah, écoute, ce serait bien que tu puisses le mettre en place pour avant le PIX. Les 24 heures avant ont été un petit peu tendues, puisqu'en fait, je me suis retrouvé avec un site livré qui n'avait rien à voir avec ce qu'on avait demandé, des chiffres qui sortaient un petit peu de nulle part, comme 25 000 clients, déjà plusieurs dizaines de millions de dollars sous gestion, tout ça. Ah oui. Donc voilà, quand j'ai vu ça et que j'ai dit à Grégory, bah là, ça va pas. Bah, en fait, j'ai dû aller au PIX comme ça et en disant un petit peu aux gens de pas aller regarder sur le site, puisque c'était pas le bon site. Donc voilà, et puis ouais, on s'est... Et c'est là où on s'est croisés au PIX. Exactement. Effectivement. Moi, j'ai été là pour faire un vlog pour le PIX. Et j'allais aussi, du coup, je venais avec aussi École Crypto. Et ouais, c'était génial parce qu'on a pu échanger ensemble. Exactement. Moi, entre-temps, j'avais chopé une interview de Asher, donc j'étais tellement refait, qui est d'ailleurs toujours sur la chaîne. Et ouais, non, franchement, c'était une très très belle expérience et j'avais jamais été à Tahiti. Alors, quand j'ai dit à mes proches que j'allais à Tahiti, ils ont fait des grands yeux. Ah, c'est sûr que c'est pas la porte à côté. Non, pas du tout. T'aurais pu choisir la Paris Blockchain Week ou un truc Voilà, un petit peu plus cosy. Non, vraiment, on part à l'autre bout du monde. Voilà. Littéralement 24 heures de vol en passant par Los Angeles. Ouais, ça m'a fait drôle. Ouais, et puis en soi, on va dire l'avantage de cet événement-là, c'est vu qu'il n'était pas encore super connu et qu'il était loin, donc
pas donné à toutes les bourses non plus. Non. Forcément, ça a permis En fait, on avait un petit groupe de sponsors, médias, tout ça. On n'était pas beaucoup, je crois, on était une trentaine, une quarantaine, peut-être. Ouais, peut-être, ouais. Ce qui peut paraître beaucoup, mais en fait, sur les salons crypto, maintenant, on parle plus de quasiment une centaine de sponsors. Donc, en fait, quand tu remets dans le contexte avec le nombre de gens, on est plus sur du 200-300 exposants. Donc, ouais, non, c'est sûr que ça a permis de faire une sorte de petit groupe et d'apporter une certaine cohésion. Et moi, en soi, c'est là-bas que j'ai rencontré CryptoSlow. C'est là-bas que j'ai rencontré aussi Malo Studio, que j'ai pu échanger avec Artem de Hawk Invest, Hawk Research, maintenant d'ailleurs. Oui. Et toi aussi. Donc, en fait, ouais, non, c'est... Disons que ça m'a vraiment, moi aussi, permis de me faire... Et d'ailleurs aussi, Julien de Descoin, ex-Descoin, avec qui, justement, j'ai pu beaucoup échanger par la suite et qui m'a vraiment énormément aidé sur beaucoup d'aspects de CoinStancy, à la fois niveau management, niveau régulation et compagnie. Donc, ouais, non, ça a été un bel événement, un bel endroit, et où on a pu faire des belles rencontres. C'est généralement dans ce genre d'événement, au final, où tu te dis, tu échanges, tu discutes avec différentes sociétés de l'écosystème et tout, et tu partages des infos, tu partages de la data qui reste relativement safe, mais voilà, tu partages des choses et c'est comme ça qu'on peut tous grandir, en fait. C'est le partage d'expérience, c'est le partage de savoir. Et c'est ça que j'aime bien aussi, que j'aimais bien dans l'écosystème crypto français, qui a un peu... ça a un peu évolué, disons cela. Ouais. Évolué dans le meilleur, parce qu'au final, l'écosystème a besoin de mûrir, a besoin de grandir. Du point de vue légal, réglementaire. Et parlons de réglementaire, du coup, après qu'on se soit rencontrés, on s'était aussi revus à la Paris Blockchain Week. Ouais, l'année d'après. L'année d'après. Ouais. Et c'est là où on s'est dit, Armand, moi j'avais eu l'idée de construire une société aussi de placement de fonds et aider à gérer les fonds pour le compte de tiers. Et je me suis dit, mais moi, il me faut un cadre réglementaire. Et puis, et je sais très bien qu'il fallait aller de l'avant. Mais je ne savais pas comment, et je ne savais pas comment me lancer, etc. Et toi, tu étais déjà dans ces démarches-là. C'est ça. Et c'est là où je t'ai dit, Armand, j'aimerais tellement lancer ce type de société. Je sais qu'il y a de la demande. Vas-y, est-ce qu'on n'a pas moyen de faire quelque chose ensemble? Et c'est là où tu m'as dit... C'est ça, c'est là en fait où je t'ai vraiment présenté CoinStancy tel qu'il était. C'est ça. Et je m'en souviens d'ailleurs encore une fois à la Paris Blockchain Week, on s'était vraiment croisés en coup de vent comme ça. Ouais. Et on s'est dit, faut qu'on se parle. Et effectivement, on s'est écrit après, on s'était posé, je crois, par terre dans un coin dans les backstage près d'une sortie de secours parce qu'on n'avait pas d'autre endroit où se poser. Alors d'ailleurs, la Paris Blockchain Week, c'est un enfer pour s'asseoir et pour discuter. Bon, tu marches toute la journée, et quand tu t'assois, c'est royal, du coup, voilà, même par terre. Hein. Mais même par terre, on était très bien par terre. C'est clair. Mais oui, je me souviens de ce moment-là où effectivement, on avait échangé là-dessus et où effectivement, je t'avais dit, moi, je construis ça. Tu m'avais dit, moi aussi, je veux construire la même chose. Et on s'est dit, en fait, autant unir nos forces, mettre nos connaissances en commun et tout simplement pouvoir créer réellement ce qu'on avait envie de créer déjà depuis, je pense, à un bon moment, c'est-à-dire une plateforme pour que le plus grand nombre puisse investir en fait sans se prendre la tête et puisse bénéficier en fait de rendements simplement et en fait que ce soit nous qui allions chercher les rendements pour les offrir aux clients sans rien, sans qu'ils n'aient besoin de rien faire. Ouais, exactement. Et on voyait qu'il y avait, il y avait de la demande de ce côté-là. Et moi qui navigue dans l'écosystème crypto, je voyais des trucs mais hallucinant. Et quand j'en parlais dans mon entourage, que ça soit crypto ou non crypto, les gens étaient là, mais non, mais c'est pas possible. Quand on regardait les autres boîtes qui proposaient pas ce rendement-là, je dis, mais attends, mais il y a un problème, quoi. C'est ça. En fait, il faut bien comprendre une chose aussi, c'est que initialement, Blue Shadow Invest, quand je dis qu'on était les premiers, je le sais, on avait été en fait les premiers à vouloir proposer du rendement sur stablecoin. Et les premiers en France du moins, parce que je me doute que outre-Atlantique ça avait déjà dû être pensé. En fait, on avait vraiment été les premiers à vouloir le proposer.
Bon, il se trouve qu'après, je pense que c'était l'idée du siècle, enfin l'idée du siècle, l'idée de l'année sur le moment. Après, ça s'est beaucoup démocratisé, donc tant mieux. Mais effectivement, oui, ça pour le coup, je pense qu'on a eu une certaine vision là-dessus. Et puis même après, ensemble, quand on a pu aussi développer les autres services que maintenant Coinstancy a et propose, c'est sûr que voilà, je pense que enfin c'est même pas non, c'est même pas je pense, c'est un fait, notre association aura été bénéfique pour toute l'entreprise. Et donc, je vous rejoins, vous deux. Et sauf qu'on n'est plus 3 dans l'équipe. Non, on n'est plus 3, on est un petit peu plus. Comment ça s'est passé du coup? Bah, en fait, ça dépend. Si tu veux, toi, t'es entré quand même au tout début. Ok. Donc, initialement, en fait, il y avait Grégory qui était beaucoup là, avec qui j'ai échangé beaucoup. Alors, Grégory aussi, comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Parce que ça, c'est assez spécial aussi. J'avais un camarade de promotion dans mon école de commerce chez qui j'avais fait une soirée. Et en fait, il se trouve que là-bas, j'ai rencontré une personne qui était son amie. Et donc, on parle un petit peu crypto, tout ça. Et en fait, à partir de là, il contacte lui un de ses amis sur Instagram et il lui dit appelle Armand et tout, il est dans la crypto aussi, vous allez bien vous entendre, machin. Et en fait, Grégory, lui, voulait pas forcément me contacter. Enfin, tu me diras, une personne comme ça qui te dit contacte un tel, il est aussi dans la crypto. On en entend passer des dizaines et des dizaines de fois par jour. Et au final, il se trouve que Grégory m'a quand même contacté et ça a très bien matché. Mais ce qui fait que ouais, Grégory, je l'ai connu, c'est un ami d'amis, un ami au 3e degré. Et il n'y avait rien qui nous prédestinait du tout à être ensemble. Et en fait, Grégory travaillait avec Antonin également sur quelques autres entreprises auparavant. Et ce qui fait qu'en fait, ils sont entrés tous les deux sur le projet Coinstancy. On va dire derrière Grégory, parce qu'Antonin, lui, s'occupait de la création de l'espace client. Grégory, lui, s'occupait de la création du site vitrine. Okay. Et donc, ce qui fait que tous les deux, en fait, voilà, ont vraiment permis de mettre la base du site en ligne. Et ensuite, effectivement, tu nous as rejoints. Qui nous a rejoints ensuite? Parce que pour le coup, franchement, j'ai un trou de mémoire sur qui nous a rejoints ensuite. T'es pas Pierre-Alain? Bah si, c'est ça. C'était on avait ensuite voulu composer un pôle légal parce que justement, au niveau réglementation, comme je l'avais dit, en fait, fin 2019, début 2020, il y avait donc la réglementation PSAN qui est entrée en vigueur. Okay. Donc PSAN, c'est prestataire de services sur actifs numériques. En France. Donc, en France, c'est ça. Donc c'est vraiment tout ce qui régit l'utilisation, l'investissement et en fait la détention d'actifs de cryptoactifs pour le compte d'autres personnes. Et donc effectivement, ce dossier PSAN-là, on voulait initialement le faire nous-mêmes, sauf qu'on s'y est pris un petit peu trop tard. Entre-temps, il y a eu la faillite de FTX qui est passée par là. Et en fait, FTX n'étant pas, même si FTX n'était pas régulé en France, l'autorité des marchés financiers a quand même voulu resserrer la vis au niveau de la réglementation, sous prétexte justement de FTX, et en fait passer d'un enregistrement PSAN à un agrément PSAN. À savoir qu'un agrément PSAN à l'époque, personne n'en avait, puisqu'en fait l'enregistrement était obligatoire, mais l'agrément, lui, était optionnel. Et en fait, on a eu un travail formidable de l'ADAN, qui est l'Association pour le développement des actifs numériques, qui justement a œuvré pour avoir une sorte de cadre entre ces deux cadres-là, donc à savoir l'enregistrement PSAN renforcé. Et donc, c'est sous ce cadre de PSAN renforcé qu'on a souhaité avoir notre propre pôle juridique pour tout simplement monter ce dossier qui était assez compliqué, pour être honnête, déjà à l'époque. Et on s'est dit, quoi de mieux qu'un avocat et qu'un juriste pour nous aider là-dessus. Donc, en fait, on a fait un recrutement de tout ce qu'il y a de plus basique sur LinkedIn. Et effectivement, on a Pierre-Alain et William qui nous ont rejoints à ce moment-là pour monter ce fameux dossier PSAN. Qui, spoiler alerte, l'année d'après, c'est encore une fois fait remplacer par un autre dossier, à savoir, là pour le coup, c'est la licence MiCA, du coup, qui est la licence crypto, mais pour toute l'Europe, c'est ça, et qui là pour le coup est une véritable usine à gaz, et honnêtement n'est pas accessible du tout pour les jeunes entreprises et pour en fait tout simplement les gens qui n'ont pas 500 000 € à mettre tous les ans dans de la régulation. Et donc du coup, c'est à ce moment-là où vous, on va dire au conseil d'administration, vous avez décidé de faire un revirement à 360 degrés.
et C'est ça. de partir. Même on peut aller à 180, 360. Franchement, on a fait beaucoup de tours. On en a vraiment fait beaucoup avant de trouver notre solution, qui est la solution actuelle. Parce qu'en fait, on s'est dit, aujourd'hui, on peut plus exercer dans l'Union européenne. Parce qu'en fait, il faut qu'on aille lever des fonds pour pouvoir aller chercher Mika. Sauf qu'en fait, pour aller chercher des fonds... Mika demandait combien ? En fait, Mika, si tu veux, pour passer via un cabinet d'avocats spécialisé, on est entre 80 et 120 000 euros. D'accord. Juste pour le dossier. Sauf qu'en fait, derrière, tu as beaucoup de process à mettre en place en plus. Tu as du recrutement à faire. Et en fait, ce recrutement-là, plus les process, plus le dossier, en gros, il est chiffré. Alors, nous, on l'avait chiffré un petit peu plus. On l'avait chiffré entre 700 et 800 000 euros par an. Mais derrière, effectivement, il y a des études, on va dire, un peu plus poussées qui l'ont chiffré un peu moins que ça, à 500 000 euros. Mais toujours est-il qu'on a 1 million d'euros par an pour de la régulation. Pour des jeunes pousses, c'est délicat. Ouais, c'est clair. Et ce qui fait que nous, pour trouver en fait ces 500 000 euros-là, on avait tenté de faire une levée de fonds. Le souci de cette levée de fonds, c'est que les investisseurs nous demandaient d'avoir une traction client. Ok. Donc d'avoir des clients qui avaient déjà déposé de l'argent et que nous, on puisse faire déjà du chiffre. Sauf que ça, il nous fallait avoir la réglementation. Bah voilà. Sauf que pour la réglementation, il nous fallait de l'argent. Donc en fait, on tournait en boucle et on a tout simplement pris la décision de partir d'Europe. Et donc de trouver un autre pays qui serait plus accueillant. Donc on en a sondé beaucoup. On a sondé Dubaï. Je me souviens même être allé, il me semble que c'était à l'ambassade de Dubaï à Paris, justement. D'accord. Pour vraiment avoir une personne en face de moi qui sache de quoi elle parle. Derrière, on s'est renseigné aussi sur la Suisse, avec des Suisses, dont Nicolas Vradis, d'ailleurs, s'il passe par là, encore une fois, il se reconnaîtra puisqu'il nous a beaucoup, beaucoup aidé là-dedans. Et effectivement, après, on a aussi songé à prendre le Salvador comme option. Parce que le Salvador est pro-crypto. Ouais. Et en fait, là-bas, la régulation, c'est un petit peu comme une sorte de PSAN, mais beaucoup plus... pas simplifié, mais moins contraignant. Parce que si tu veux, tu fais tout en ligne et tu payes, je crois, des frais de 5 000 euros pour déposer ton dossier auprès de leur régulateur. Et après, tout est traité de manière électronique. Donc, c'est très intéressant. Ah ouais, carrément. Voilà. Et surtout que tout est listé, tout est clair. En fait, il n'y a pas forcément de zone d'ombre ou autre. Bref. Et on a aussi envisagé la Polynésie française. Puisqu'en fait, la Polynésie française, et ça, on l'a appris après coup, mais c'est un petit peu ce qui nous a fait pencher aussi notre choix. Parce qu'en fait, on avait eu des échos comme quoi cette nouvelle-là arrivait potentiellement, mais au final, quand on a eu la confirmation, c'est ça qui a vraiment acté notre départ là-bas. C'est le fait que la Polynésie se soit opposée en fait à l'application de la réglementation MiCA, D'accord. donc la réglementation européenne, sur son territoire. Elle s'y est pas vraiment... Alors, je pense que opposer n'est pas le bon mot, mais elle a... Disons que ça n'a pas été, disons que son application n'a pas été votée. D'accord. Parce qu'il y a eu beaucoup de, il y avait beaucoup de zones d'ombre et il y avait surtout des directives qui n'étaient pas applicables en Polynésie française, ce qui fait que le gouvernement a préféré refuser cette application-là pour le moment se concentrer sur la création justement de son propre cadre juridique et réglementaire. Et c'est ce sur quoi on compte justement pour pouvoir développer Coinstancy, étant donné que maintenant on est enregistré à Tahiti depuis déjà plusieurs mois. La structure en France est en train de fermer doucement mais sûrement. Ok. Et voilà, c'est ça qui aujourd'hui nous permet d'être là où on en est. C'est tout simplement le fait qu'on soit à Tahiti et que eux créent une régulation, ou du moins un cadre légal qui soit vraiment, je l'espère, propice aux startups. Du moins, on va pousser pour. C'est vraiment propice aux startups et limite faire une sorte de cadre progressif, un peu comme ils font en Suisse, dans le sens où en Suisse, tu as 3 niveaux de régulation. Là, tu n'as pas de régulation crypto. Tu as une régulation bancaire, mais tu as 3 niveaux de régulation. Okay. En fait, le premier niveau en Suisse, et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait envisagé, mais au final, qui nous a bien refroidi, c'est qu'avec le premier niveau de régulation, tu peux avoir jusqu'à 1 million d'euros, 1 million de francs d'encours sous gestion. Cependant, tu n'as pas le droit de rémunérer ces encours clients. Donc en fait, tu peux les conserver, mais tu n'as pas le droit de rémunérer tes clients d'une quelconque manière que ce soit. En fait, ça fonctionne bien si tu veux, quand par exemple tu veux faire de la banque de conservation, mettons d'or. Oui. Si tu veux ouvrir une boîte comme ça, effectivement, tu as besoin que du niveau 1, tu montes, du moment que tu as 1 million en or, tu passes niveau 2, 3, bref. Et nous, effectivement, on s'était dit initialement, cool, on peut avoir jusqu'à 1 million, on fait nos petites affaires, bien, carré, et au final, comme ça, derrière, on pourra aller chercher des investisseurs et pouvoir monter au final les échelons niveau réglementation. Mais c'est vrai que lorsqu'on a su qu'on ne pouvait pas
rémunérer les dépôts clients. Là, on s'est dit, en fait, c'est tout CoinInstancy qui tombe à l'eau, donc Oui. ce sera pas la Suisse. Mais en fait, on était déjà pas mal engagés là-bas. Ok, d'accord. On avait vraiment pris pas mal de contacts, on était prêt à faire le déplacement, on avait prévu un budget, tout ça. Enfin, non, voilà, on était bien avancé. Au final, on a dû trouver autre chose. Mais donc voilà, c'est pour ça que je pousse aussi pour la Polynésie. C'est vraiment pouvoir créer un cadre crypto qui soit à la fois permissif aux jeunes pousses, qui permettent donc aussi l'innovation, mais qui derrière, du moment que tu commences à grossir et à gérer de plus en plus de fonds de manière légale, tu puisses être mieux encadré et en accord avec tes moyens. Ne pas commencer par dire « Ok, il vous faut 500 000 € maintenant, tous les ans, à mettre dans de la régulation pour être régulé en Europe, mais plus dire « Ok, si vous voulez commencer, à la rigueur, vous pouvez avoir jusqu'à 500 000 € ou jusqu'à 1 million d'euros. » Alors là-bas, c'est en francs Pacifique. Mais voilà, en équivalent euro, sous gestion avant de passer au niveau 2. Faire une sorte de bac à sable, de sandbox, qui permettent aux jeunes pousses de démarrer, de prouver qu'elles sont viables aux investisseurs et qu'ensuite les investisseurs puissent venir se positionner pour que la boîte puisse grossir. Ok, d'accord. Et donc, on en est là actuellement. Ouais. Mais au final, on n'a même pas présenté CS. C'est vrai. Qu'est-ce que CoinInstancy ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que tu Du tricot ? Pourquoi pas là, actuellement, c'est vrai qu'avec la réglementation MiCA, on faisait du tricot pendant plusieurs mois. Mais non, on tricotait justement pour pouvoir trouver une solution. Maintenant que la solution a été trouvée, c'est mieux. Mais oui, effectivement, qu'est-ce qu'on fait ? CoinInstancy, comme tu sais, c'est deux grands axes. On a à la fois la partie épargne et la partie investissement. Donc sur la partie épargne, tu peux venir déposer tes stablecoins et derrière, tu as un rendement fixe qui est aujourd'hui de 7% par an. Les intérêts, ils sont versés toutes les secondes. Il n'y a pas de blocage, il n'y a aucun frais sur cette offre-là. C'est vraiment, tu viens, tu déposes ton argent, tu gagnes tes intérêts toutes les secondes, tu le retires quand tu veux et tu pars avec. Point. Et la deuxième partie, ce sont les paniers crypto. Donc de l'investissement crypto pur et simple, avec des paniers que notre équipe a composé. Donc en fait, on parle là de différents thèmes. Tu as le thème Blue Chips, du coup, Blue Chips, pardon, comment dire ? J'ai perdu mon français. Qui regroupe, voilà, c'est ça, qui regroupe, plusieurs actifs, dont les meilleurs en fait du marché. Je crois aujourd'hui, pour citer les actifs qu'il y a dedans, il me semble qu'il y a Bitcoin, Ether, AAV, Chainlink, Solana et Polygon. BNB, c'est vrai. Bon, après, de toute façon, Polygon va sauter d'ici un petit moment parce que on va essayer de retravailler tout ça. En tout cas, on va peaufiner ses performances. Mais oui, effectivement, on est donc il y a moi qui fais la gestion de ces paniers crypto. Ça, toi, tu es à la tête du pôle investissement. Exact. Dont on est deux, car il y a Jürgen qui nous a rejoint récemment. En fin d'année dernière. Oui. Ça va quasiment faire un an, déjà. Ouais, ça passe. Il me semble. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que ça passe très vite, ouais. Et je suis très content que Jürgen soit arrivé dans l'équipe parce qu'il m'aide beaucoup à analyser les cryptos, à analyser les protocoles. Parce que oui, l'argent, il travaille sur les protocoles de la finance décentralisée. On ne fait pas de l'argent magique. Non, bien sûr. Donc voilà, ça nous aide à identifier les risques, ça nous aide à analyser pour que on puisse déposer les fonds des clients le plus sécuritaire possible. Et donc voilà, donc ces paniers crypto, franchement, ça apporte vraiment quelque chose de nouveau, je trouve, dans l'écosystème. Ouais. En fait, l'idée des paniers crypto, on l'a vu à l'époque avec Grégory, même sur le Pix, justement, à Tahiti. À l'époque, c'est vrai que j'en avais parlé un petit peu avec Julien de Descoin. Donc bon, au final, il s'est trouvé que c'était une bonne idée. Alors, je dis pas que c'est nous qui avons lancé cette mode-là, mais toujours est-il qu'effectivement, les paniers crypto, après, ont vu le jour sur Descoin en premier et ensuite sur Meria. Maintenant voilà, c'est en fait le fait de voir aussi que ce à quoi on avait pensé et qu'on a mis en avant en premier sur notre site soit repris par d'autres personnes, ça nous valide en fait un petit peu nos choix en fait, tout simplement, puisque
si tu as les plus gros qui reprennent ce que tu veux faire, c'est forcément qu'il y a un marché parce que eux ont eu les équipes pour faire cette Ils ont plus de cette- financement cette que étude-là. nous. Donc, Bien sûr, voilà. nous en fait, on s'était juste dit, bah en vrai, viens, pourquoi pas, on met plusieurs cryptos ensemble. Mm. Bah, en fait, c'est tout bête comme idée, mais Ouais. nous, on s'est dit, bah en fait, ça nous coûte rien de le lancer, viens, on le teste. Alors en fait, ces entreprises-là, elles cherchent, je pense, un petit peu plus avant de lancer un nouveau produit. Donc non, c'est sûr. Puis oui, comme tu l'as dit, l'arrivée de Jürgen a vraiment été bénéfique parce que moi, initialement, j'étais beaucoup sur cette partie investissement, sur cette partie justement gestion des stratégies, puisque à la base même, c'était moi qui les avais mises en place, puisque c'était les premières stratégies de Blue Shadow Invest, pardon. Mais non, effectivement, maintenant que moi je dois me concentrer sur d'autres sujets, sur d'autres axes, bah forcément, voilà, Faut déléguer, quoi. c'est ça. Exact. Non, je suis tout à fait, t'as tout à fait raison là-dessus parce que ben, t'es le fondateur de Coinstancy et donc. Ouais, en fait, mes missions varient. Oui, Mes parce que de mes- temps en mes temps, missions on varient vient beaucoup. toquer à ta porte en mode Armand, Oui. on a besoin de toi. Bien sûr. Là, en fait, mes missions varient beaucoup, mais on va dire actuellement, on est plus sur une. Enfin, on va dire, je m'investis plus sur la partie marketing et commerciale que à l'époque, par exemple, sur la partie investissement, Ouais. que à l'époque sur la partie régulation. Voilà, donc c'est. Mes missions varient beaucoup. Je suis un petit peu partout. Je suis même beaucoup partout et un peu nulle part à la fois aussi, puisque forcément, je peux pas être. Je peux pas me dédoubler. J'aurais Non. aimé, mais je ne peux pas. Donc effectivement, oui, voilà, le fait qu'il y ait Jürgen, oui, ça permet d'avoir une certaine indépendance aussi de ce pôle investissement. Et c'est ce que je voulais pour vous. Et ben, ça, c'est. Ouais, ça, franchement, j'adore. Perso, là-dessus, on est rodé. Et d'ailleurs, on va parler un petit peu des fonds et sur la sécurité. Comment. Quel est le niveau de sécurité chez CS, chez Coinstancy? Comment tu l'as construit? Parce qu'au final, moi, j'avais beau faire proposer de l'innovation, c'était toi qui avais le dernier mot. Donc, est-ce que tu peux nous partager un petit peu ça? Ouais, bien sûr. Bah, en fait, si tu veux, niveau sécurité sur Coinstancy, c'est relativement simple. En fait, on a des portefeuilles multisignatures. On a des portefeuilles multisignatures en fait, qui permettent en fait, à l'entreprise de ne pas pouvoir bouger, enfin de ne pas pouvoir faire bouger pardon, les fonds clients que par une seule personne. Mhm. Aujourd'hui, on est donc tous les trois sur ces portefeuilles multisignatures, donc Jürgen, toi et moi. Et ce qui fait qu'en fait, il faut l'approbation de 2 personnes sur ces trois-là avant de pouvoir bouger un seul dollar. Ce qui fait que ça nous assure à la fois une sécurité au niveau de qui peut bouger les fonds, qui peut en faire quelque chose ou quoi. Derrière, l'avantage aussi de la blockchain, c'est que tout est transparent. Donc en fait, dès que les fonds bougent d'une adresse à une autre, en fait, on a des notifications de toutes parts, que ce soit sur notre Discord, parce que forcément, alors, il y a ce que les gens voient, à savoir le petit canal, les petits canaux général et tout, mais il n'y a pas grand-chose. Nous, vraiment, on a une usine à gaz Ouais, derrière. Ouais. derrière. Mais effectivement, on a des notifications sur Discord, on a des notifications sur les explorers aussi de blockchain et autres. Donc en fait, ça nous permet déjà de sécuriser les fonds clients à ce niveau-là. Et derrière aussi, voilà, on sélectionne des protocoles sur la finance décentralisée, justement pour faire travailler les fonds clients, qui sont les plus sécurisés aujourd'hui qu'on puisse connaître. On a on va dire, nos guidelines pour sélectionner un protocole DeFi. On fait toute notre due diligence. En fait, vraiment, on gère... on gère Coinstancy comme si c'était déjà en fait une multinationale. Ouais. Et c'est ça enfin pour moi, c'est ce qu'il faut faire et on est sur la bonne voie à ce niveau-là parce qu'on peut pas se permettre de jouer les amateurs avec pas grand-chose. Même déjà à l'époque, tu vois, quand on avait, je suis remonté un petit peu sur l'historique au niveau des rapports qu'on fait du coup toutes les semaines sur où sont les fonds clients. En fait, on a commencé à les faire très tôt. On a commencé à les faire très tôt quand on avait moins de 1000 dollars sous gestion. C'est vrai. Donc en fait, voilà, dès le départ, on avait mis en place des process qui pouvaient paraître lourds quand tu n'as que 1000 dollars de fonds sous gestion au niveau client, ce que je peux comprendre. Mais en fait, maintenant que ça a beaucoup grossi, en fait, on se rend compte qu'on a bien fait de prendre ces habitudes avant. Carrément. Et au niveau de... Donc là, on a parlé de sécurité, mais au niveau assurance.
Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, bien sûr. En fait, au niveau des assurances, on passe du coup par un partenaire qui s'appelle OpenCover, qui est un partenaire 100% décentralisé et donc qui assure tout simplement les fonds clients qui sont déposés sur les protocoles DeFi. Alors, je me permets de te couper. 100% décentralisé, ça veut dire que c'est les personnes qui vont en fait proposer des améliorations ou des assurances. Et puis après, c'est l'ensemble de la communauté qui vont voter. Il n'y a pas de président qui va dire OK, on fait ça, etc. Voilà. Exactement. Je voulais juste faire une parenthèse. Voilà, là-dessus. c'est ça. Et en fait, ça fonctionne comme une assurance classique. C'est-à-dire que toi, tu payes un certain montant en fonction du montant que tu souhaites assurer sur la durée de temps où tu souhaites l'assurer. Et derrière, dès qu'il y a on va dire un problème ou un hack sur un des protocoles sur lesquels on est assuré, et à partir de là, il y a une démarche qui se met en place sur leur plateforme, où là, effectivement, tu as cette DAO, du coup, qui est cette organisation décentralisée, parce que comme tu le disais, il n'y a pas de président ou autre, mais il y a une organisation quand même derrière, qui, du coup, va décider de rembourser ces utilisateurs-là, parce qu'ils ont effectivement souscrit une assurance qui les assure sur ces protocoles-là. Et donc, voilà, on a décidé de passer par ce partenaire-là, OpenCover. Et aujourd'hui, voilà, ce qui fait que, en plus d'avoir en fait une sécurité des fonds, on va dire de grade institutionnel, on a en plus de ça une partie garantie, une partie assurance que la plupart des jeunes pousses crypto n'ont pas. Non, c'est très compliqué d'assurer les fonds. Puis surtout, ça coûte très cher. Ouais. Mais en fait, on a clairement pris le pari parce qu'en fait, le prix que ça nous coûte, en fait, c'est tout simplement, c'est nos profits qu'on coupe un peu. On n'a pas répercuté ça sur les rendements clients ou autres. C'est vraiment uniquement nous, voilà, qui dépensons de l'argent pour sécuriser les clients en plus de ce que les autres font déjà. Donc voilà, on est assez avancé quand même à ce niveau-là aussi. Et donc là, on a parlé sur les fonds sous gestion. On a parlé de CS actuellement. Et quels sont du coup l'avenir de CS? Parce qu'au final, là, c'est toi qui as ces différents points. Ouais, bien sûr. Je sais qu'il y a une avancée technologique en interne. Si tu peux nous en dire un peu plus. En fait, l'avancée technologique, elle s'appelle l'IA. Et franchement, l'IA au niveau de tout ce qui est code pour la plateforme, pour les nouvelles offres et autres, ça nous avance énormément. C'est un gain de temps, mais phénoménal. C'est impressionnant parce que là, si tu veux, c'était quand on est le 30 octobre, c'était la semaine dernière, la semaine d'avant, pardon, donc il y a 2 semaines. En fait, on a sorti 3 mois d'amélioration en une semaine. Le gain de temps. C'était assez phénoménal. Donc c'est pour ça que en fait on a vraiment voulu tester avec Grégory comment est-ce qu'on pouvait avancer si jamais on s'y mettait vraiment bien. Et en fait voilà, on a pu sortir énormément d'améliorations qui soit étaient en retard, soit étaient prévues. Et en fait ce qui fait que on a vraiment combiné comme je l'ai dit, 3 mois d'amélioration qui ont été raccourcis en une semaine. Donc, ce qui fait que là, on a pu permettre tout ce qui est dépôt et retrait par virement, dépôt par carte bancaire, aussi le DCA par carte bancaire. Du coup, le DCA, c'est Dollar Cost Averaging. C'est du coup la possibilité de déposer de manière récurrente, style abonnement. Un virement automatique depuis son compte bancaire vers notre plateforme. Là, pour le coup, nous, on fait via carte bancaire, parce que c'est le plus simple. Mais ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, si tu veux, sur la plateforme, on va dire en une semaine, on est passé de tu peux déposer que des stablecoins, ce qui exclut quand même une bonne partie de notre clientèle, à tu peux déposer en virement et en carte bancaire, et en plus de ça, faire une sorte d'abonnement où tu investis vraiment chaque mois. Donc en fait, on a beaucoup avancé là-dessus. On a aussi revu toute la partie espace client qui a vu en fait une grosse refonte au niveau aussi de la plateforme, de la page des points. Après, voilà, je ne sais même plus ce qu'on a fait sur cette semaine, tellement il y avait beaucoup d'avancées. Mais non, en fait, aujourd'hui, on avance beaucoup plus vite qu'avant. Et en fait, toute notre roadmap 2026, honnêtement, elle a été condensée à la fin d'année 2025. C'est vrai ? Ouais. Donc en fait, c'est pour ça, là, en 2026, on se projette. En fait, on a dû faire un travail pour se projeter encore au-delà de ce qu'on avait prévu, puisqu'on s'est rendu compte que là, tout ce qui est nouveaux produits et autres arriveront très très vite. Donc non, ça va arriver vite, ça va arriver fort. Et oui, quand tu me demandais justement concernant l'avenir de
CoinInstancy. Aujourd'hui, on se focus absolument plus du tout sur l'Europe ni sur la France. On se focus à 100% sur la Polynésie française. On va également pouvoir ouvrir un nouveau marché qui est le marché africain. Parce qu'en fait, on a été sélectionné d'ailleurs au Celocan, qui est l'accélérateur du coup de la blockchain Celo, qui est un layer 2 de Ethereum, pardon. Donc c'est une blockchain secondaire, si on peut dire ça comme ça. Et donc effectivement, le Celocan nous a permis simplement d'intégrer l'écosystème MiniPay, qui est extrêmement bien intégré en Afrique et qui permet en fait à la fois tous les micro-paiements et beaucoup de paiements en fait crypto là-bas, puisque il faut pas oublier que l'Afrique c'est un continent qui utilise beaucoup la crypto et qui est beaucoup plus développé en fait que nous sur ces sujets-là. C'est vrai qu'on n'y pense pas vraiment. On regarde beaucoup l'Europe, les États-Unis, on l'Asie. est clairement auto-centré sur la France et sur l'Europe. Ici en France, on regarde pas vraiment ce qui se fait ailleurs. À mon plus grand désarroi, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on est parti en Polynésie française. Maintenant, on est hors. Alors, je veux pas m'avancer là-dedans, mais je sais que il y a une sorte de. On est dans l'Europe, mais on n'y est pas trop. Donc voilà. Mais oui, non, c'est sûr que là, avec MiniPay, ça va nous ouvrir en fait un nouveau marché. Et quand je dis nouveau marché, c'est on parle de, je crois, il y a à peu près entre 9 et 10 millions de wallets qui ont été créés sur MiniPay en une année et demie. Et ce qui représente à peu près pour 8 millions d'utilisateurs réels. Donc en fait, on va s'ouvrir à un marché comme ça qui n'a pas encore d'épargne stablecoin. Donc en fait, on va devenir la première application sur MiniPay qui va proposer de l'épargne stablecoin à ses utilisateurs. Donc en fait, on va pouvoir venir capter énormément de nouvelles personnes, un tout nouveau marché, et ça, je pense, assez rapidement. Et ça arrivera d'ici la fin d'année. Et voilà, pour la petite anecdote et pour la petite alpha, on est en train là de développer la mini-app qui sera prête ce week-end. Enfin, ce week-end, donc d'ici 2 à 3 jours. Parce que quand la vidéo sortira, je pense qu'elle sort dans une semaine ou deux. Donc voilà, à mon avis, elle sera déjà disponible, cette mini-app, quand on aura sorti la vidéo. Mais effectivement, avec Grégory, là, on est en train de voir tout ce qui est interface utilisateur et autres, mais tout fonctionne, on va dire, là-dessus. Donc, ça va nous ouvrir un tout nouveau marché qui est beaucoup plus prometteur que le marché européen, pour être honnête. Et puis effectivement, derrière, on va aussi pouvoir développer de nouvelles offres, dont CoinInstancy Link et CoinInstancy Prime. CoinInstancy Link, ça va tout simplement être, et d'ailleurs ça il me semble, mais je vais faire confirmer par le pôle juridique, que c'est quelque chose qu'on pourra proposer en Europe, puisqu'on ne détiendra pas les fonds clients. Donc en fait, ça ne tombe pas sous le coup de Mika. CoinInstancy Link, c'est la possibilité de lier son compte CoinInstancy à un autre compte sur un autre exchange, que ce soit Binance, Kraken ou autre. Et en fait, on faire va les mêmes pouvoir, mouvements, mais en automatique. Pour la partie panier crypto. En fait, ça va permettre d'acheter en un clic et de vendre en un clic sur ces autres exchanges. Donc c'est pour les personnes qui, principalement européennes, qui souhaitent utiliser nos stratégies parce qu'elles les trouvent intéressantes et en soi qu'on a fait un vrai travail dessus. Et que voilà, comme tu l'avais dit un petit peu avant, on revoit l'allocation de ces paniers crypto assez régulièrement. Voilà, ça va leur permettre simplement de s'exposer à ces paniers crypto en passant par une plateforme du coup qui est régulée MiCA en Europe, à savoir Binance ou les autres entreprises régulées comme telles, et de passer par nos stratégies. Donc voilà, ça c'est pour la partie CoinInstancy Link qui verra le jour encore une fois d'ici la fin d'année. Et pour la partie CoinInstancy Prime, ça c'est de la gestion privée. Donc accessible à partir d'un certain montant déposé sur la plateforme, et où là pour le coup il va y avoir un conseiller dédié avec une IA dédiée qui en fait pourra répondre à quasiment toutes les questions que la personne se pose, une prise de rendez-vous possible en visio ou par appel dans les 24 heures, et derrière effectivement il y a vraiment une gestion plus orientée gestion de patrimoine, avec différents profils prudents, équilibrés et dynamiques. Voilà, qui va nous permettre tout simplement de pouvoir aller toucher de nouvelles personnes, un nouveau marché encore une fois, et en fait de pouvoir proposer réellement tout ce que propose une plateforme d'investissement. En fait, moi, mon rêve et mon objectif depuis le départ, c'est vraiment de proposer une plateforme tout en un, où tu viens sur CoinInstancy et tu n'as besoin d'aller nulle part ailleurs, parce qu'en fait, on te propose déjà tout. C'est ça. On te propose tout, t'as plus besoin d'aller te créer un compte ici et là, machin. Juste, tu viens chez nous, tu déposes ton capital et t'en fais ce que tu veux.
et pour certaines offres, 100% sans frais. Et ça, c'est pour moi le maître mot sur la partie épargne, c'est que le client n'a aucun frais. Zéro, rien. On ne prend pas de frais sur le dépôt, on ne prend pas de frais sur le retrait, à la fois dans les pools et de la plateforme. Et en fait, le rendement de 7%, il n'est pas garanti parce qu'on n'a pas le droit légalement de le garantir. Mais en fait, vu que nous, on se rémunère sur ce qu'on arrive à faire au-delà des 7% par an, bah en fait, on est obligé d'être en positif. Et donc, on est par conséquent quasiment obligé d'offrir en fait ces 7%-là. Je ne sais pas trop comment le tourner, mais effectivement, aujourd'hui, si je veux donner des chiffres, on est entre 10 et 11% par an. On arrive à faire entre 10 et 11% par an, ce qui fait que le client garde ses 7%. Nous, on garde le surplus. Et si jamais on n'arrive pas à faire plus de 7% pendant un certain temps, en fait, les bénéfices qu'on aura faits permettront de venir combler en fait, le manque à gagner niveau client et donc de garantir en fait, oui, ces 7%-là. C'est ce qu'on essaie de faire, nous, du côté investissement avec Jürgen, c'est de toujours en fait, proposer un rendement au-dessus ou au minimum de 7%. Mais des fois, effectivement, ça arrive que... Ouais, ça peut arriver. C'est pas si simple que ça de trouver au-dessus de 7%, voire même à 7%. Donc, mais on va dire que dans la majorité des cas, c'est réalisable. Surtout que le secteur se développe aussi. Tout ce qui est finance décentralisée, ça se développe bien. Il y a beaucoup de nouveaux acteurs. Maintenant, enfin, là où à l'époque, et même encore maintenant, tu me diras, en général, on va chercher les rendements sur une plateforme différente à chaque fois. Tu as eu certains agrégateurs de Vault comme ça, comme Bifi, qui d'ailleurs nous permettent de générer aussi du rendement sur la partie stablecoin, où là, pour le coup, ils listent toutes les plateformes et en fait, vont faire le travail d'aller déposer tes fonds sur la plateforme pour toi. Cependant, il y a une limite à ça, c'est que au niveau des blockchains, tu es toujours obligé d'aller d'une blockchain à une autre. Ouais. Ça coûte des frais. Et aujourd'hui, il y a des solutions qui sont en train de se développer de plus en plus pour tout simplement, même en fait, à notre niveau, qu'on ait plus de flexibilité sur les protocoles qu'on utilise, sur les blockchains qu'on utilise, sans sacrifier ni la sécurité, ni les rendements. En fait, le client, lui, ne voit pas tout ça. Non. Le client, il voit absolument rien. Pour lui, il a ses 7% par an point, mais derrière, tout ce qu'on a mis en place, c'est une gymnastique, pour nous, qui est simple à faire, mais qui est complexe pour, on va dire, le commun des mortels. Parce que faut pas se leurrer, on est dans la DeFi déjà depuis un petit moment. C'est pas monsieur et madame tout le monde qui va déposer sur Bifi, parce non, que c'est sûr. Sur les pools qu'on a sélectionnés, il faut aller sur un autre protocole pour revenir sur Bifi. Déjà, même pour trouver Bifi. Même pour trouver Bifi. Pour se connecter, voilà. machin. En fait, c'est une gymnastique à avoir, effectivement. C'est ça. C'est une gymnastique qu'on a pris en compte, nous. Effectivement, c'est ça aussi qui nous permet, nous, d'être rentables au niveau de l'entreprise, de permettre aussi des rendements qui sont beaucoup plus élevés qu'un livret bancaire. Et en fait, là-dedans, tout le monde est gagnant, parce que à la fois le protocole sur lequel on va aller déposer les liquidités, lui en aura plus, donc fonctionnera mieux. Nous, derrière, on a du rendement, on en fournit du coup 7% à nos clients et on garde le surplus. Donc nous, on fait du chiffre. Le client gagne quasiment, enfin même plus de 5 fois plus ce qu'il devrait gagner avec son livret A. Donc en fait, tout le monde est gagnant là-dedans, et c'est ça, je trouve, la magie de l'écosystème crypto, et encore plus la magie de l'écosystème finance décentralisée DeFi, qui permet de faire en sorte qu'il n'y ait personne qui soit lésé et que tout le monde gagne. Alors, moi, j'ai une question, Armand. Alors, je t'avoue qu'on n'en a pas parlé avant, non, mais je me mets à la place de la personne qui vient déposer ses fonds sur Coinstancy. Comment ça se passe ? Parce que pour le coup, moi, j'ai pas la réponse, et je sais très bien que tu discutes beaucoup de ça avec la partie réglementaire. Il faut savoir que chez CS, moi, je m'occupe que du pôle investissement, comme on a pu vous le décrire. Et donc, tout le reste, en fait, partie réglementaire, partie dev, moi, j'y connais rien du tout. Je suis une vraie quiche là-dedans. Voilà. Et pour le coup, je pense que tu as dû en parler avec le pôle réglementaire, mais si la personne elle dépose par virement bancaire,
chez nous, comment ça se passe, les bénéfices qu'elle récupère sur son compte bancaire. Parce que ça peut être aussi un frein pour les personnes qui veulent déposer chez nous. Ok, c'est très bien, je fais travailler mes euros en crypto, mais après, je veux récupérer mes euros sur mon compte bancaire. Est-ce qu'il y a une imposition sur les plus-values à 30% là-dessus? Alors, je ne sais pas si tu as la réponse. Tu as déjà donné la réponse en soi dans ta question. Ok, parce qu'effectivement, il y a en fait la flat tax aujourd'hui qui est de 30% en France. En France. Et en fait, justement, c'est là que vient la petite nuance. Ça dépend en fait d'où est-ce que tu es résident fiscal. Okay. Si tu es résident fiscal français, c'est aujourd'hui, je connais pas la réglementation fiscale dans tous les pays. Mais si effectivement tu es résident fiscal français, tes bénéfices, tes profits sont imposés à hauteur de 30%. Sur les plus-values, donc sur les profits, sur les bénéfices, sur les plus-values, voilà. On peut mettre tous les mots qu'on veut là-dessus. Ou alors, tu peux choisir de te le faire imposer au barème de l'impôt. L'impôt sur le revenu, oui, ça c'est la deuxième option, effectivement. Exactement. Et en fait, il faut choisir laquelle est la plus intéressante pour toi. Voilà, en fonction de la tranche d'imposition sur laquelle on est. Ok, très bien. Donc effectivement, ça rentre au final dans cette clause. C'est quelque chose que je ne savais pas et que je ne pouvais pas en fait placer. Non, mais effectivement, sur les plus-values, ça je le savais et je le fais moi-même au quotidien. Donc, à préciser par contre, cependant, l'imposition, elle n'a lieu que lorsque tu fais... ta déclaration de revenus. Non, c'est même pas tant ça. Elle a lieu uniquement quand tu transformes tes cryptos en euros. Ah oui. C'est-à-dire que si jamais tu fais du bénéfice sur tes cryptos, que tu les gardes en stablecoin et que en fait tu n'as rien à déclarer parce que les stablecoins restent des cryptos, certes, leur valeur ne varie pas et elle est adossée soit au dollar, soit à l'euro. Mais effectivement, voilà, il n'y a pas d'imposition là-dessus. Et c'est un peu aussi ce qui fait la force de Coinstancy, c'est que quand tu restes dans notre écosystème, on ne traite absolument pas avec de l'euro, sauf pour les dépôts et pour les retraits de la plateforme. Ouais. Mais en fait, si tu souhaites retirer tes bénéfices, par exemple, d'un panier crypto, en fait, ils vont être automatiquement transformés en stablecoin. Donc en fait, là-dessus, après, tu vas venir les replacer sur la partie épargne et en fait, faire venir travailler tes profits sans aucune imposition. Et c'est ça qui est assez intéressant aussi chez nous. Alors bien sûr, si effectivement derrière tu veux avoir des euros sonnants et trébuchants, là pour le coup, tu seras obligé de les convertir du coup en euros et donc de passer par la case impôt. Ok. Mais après, il faut relativiser. Il y en a beaucoup qui crient sur cette imposition à 30%. Sur les plus-values. Moi, je suis mitigé en fait sur ce sujet-là parce que on est quand même un pays effectivement où on est le plus taxé. Mais un des pays les plus taxés. Ouais. Mais sur cette partie-là, quand on regarde chez nos voisins européens, je ne sais pas trop, mais j'ai des connaissances de l'autre côté de l'Atlantique, au Canada. Et Canada, c'est 50% sur la plus-value. Donc, ça rigole pas. Non, c'est sûr. Après, il me semble qu'en Allemagne, alors je vais peut-être dire une grande bêtise, ce sera aller vérifier après la vidéo, mais du coup, ce sera déjà posté, donc tant pis. Mais il me semble qu'en Allemagne, si tu conserves tes cryptos plus d'1 an, ou alors c'est au Portugal, je sais plus. Mais bon, bref. C'est en Allemagne, c'est zéro. En Allemagne, voilà, c'est ça. Du moment que tu conserves tes cryptos plus d'1 an. En stratégie de bon père de famille. C'est ça. Mais effectivement, ne pas avoir d'imposition, l'Allemagne, c'est pas si loin que ça. Oui, donc c'est à côté. On pourrait s'en inspirer. Moi, je pose ça là, on pourrait s'en inspirer, ça pourrait être intéressant. On verra bien. Il y a un projet de loi qui a été déposé. Oui, bon. Voilà. Moi, je m'exprimerai pas là-dessus, mais j'en pense pas moins. Oui, moi aussi. Mais non, en tout cas, c'est un peu la même imposition au final que si on retire notre argent de notre assurance vie avant les 8 ans. C'est exactement la même imposition. Donc, au final, voilà, je reste un peu mitigé. Ouais, on s'y retrouve sur l'imposition. Mais voilà, par contre, que je puisse répondre aussi à ça, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de défiscaliser un investissement crypto. Non. Il n'y a pas d'abattement sur la partie investissement crypto. Non, c'est vrai. Il n'y a pas d'avantage ou quelconque ou autre à investir, on va dire, en crypto. Parce que ça, pour le coup, c'était des questions qui m'ont été posées à l'époque. Pour moi, c'était assez basique de dire que non. Mais écoute, visiblement, voilà, c'est quelque chose que je souhaite quand même rappeler puisque ça nous a été encore redemandé sur les différents salons. Donc voilà, malheureusement, un investissement crypto est un investissement crypto. Donc, c'est un investissement à risque. C'est ça. Un risque de perte totale ou partielle du capital investi. Donc, comme d'hab. Donc, toujours faire attention à bien faire vos propres recherches avant d'y investir. Effectivement. C'est important.
on est chez Coinstancy, mais il faut toujours faire sa due diligence, comme on dit. Exactement, ouais, avec un petit accent anglais. Là. Ouais, ouais, magnifique. Non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Non, c'est horrible. Mais voilà, c'est très important. Ouais. Est-ce que tu aurais d'autres choses à nous parler chez CS Bah, écoute, pour moi, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Franchement, non, c'est. Pour moi, je voulais quand même faire une petite sorte de FAQ comme ça, face à face. Ce qui est plus. Je trouve ce qui humanise plus quand même Oui. l'entreprise et de voir aussi qu'il y a des vraies personnes derrière et pas que des pseudos ou pas que des mails, pas que des noms. Donc, non, voilà, pour moi, je pense qu'on a fait à peu près le tour là-dessus. On est passé par la création à l'actualité et à son futur. Donc, voilà, maintenant, effectivement, on a une base de clients qui grossit. On a beaucoup de belles choses à venir. Et c'est, moi, voilà, tout ce que je peux souhaiter à Coinstancy et à son équipe, bah, c'est le maximum de réussite. Alors, nous moi, tous. j'ai une question toujours sur le futur, au point de vue organisationnel et développement de la société. Est-ce que, au fond, dans le conseil d'administration, enfin, j'appelle ça conseil d'administration, on n'est pas Ouais, une oui, banque tu non peux. plus, hein, mais, Non, non. mais voilà, sur les personnes qui sont les plus importantes chez Constancy, est-ce que vous avez décidé, est-ce que vous déciderez peut-être plus tard de rejoindre un autre incubateur? Parce qu'il faut savoir qu'on est passé déjà par un incubateur qui s'appelle Cube3, qui est basé sur Angers. Est-ce que c'est quelque chose qu'on... C'est pas prévu. Non, c'est pas prévu. C'est pas Ok. prévu. D'accord, très bien. Donc, non, du tout. C'est pas du tout prévu. Aujourd'hui, on a rejoint le Célocan parce que bah, c'est le Célocan. En fait, ça nous a été proposé. On s'est dit ça peut être une bonne initiative. Mais effectivement, non, on va pas. On n'a pas prévu de rejoindre de nouveaux incubateurs. Ok. Ça, là, on va vraiment rester par nous-mêmes. En fait, on a rejoint un peu le Célocan parce que je trouvais que la compétition était quand même plus rude que sur Cube 3. Là où pour le coup, sur Cube 3, ça avait été relativement simple parce que voilà, il n'y avait pas beaucoup de bons projets, pour être honnête, qui y postulaient. Et donc en fait, on est sorti un petit peu du lot. Là, pour le coup, au Célocan, ça a été complètement différent. Donc ça nous m'a fait vraiment plaisir de savoir qu'on a été parmi les 12 sélectionnés parmi 363 projets. Ah oui, quand même. Il y a eu 363 pitchs et on a passé toutes les étapes du coup jusqu'à la fin. Donc ça veut bien dire qu'on a quelque chose pour nous quand même. Ouais. Mais effectivement, ça va rester la dernière chose, le dernier incubateur qu'on va faire. D'accord, ok, très bien. Ben, c'était cool d'avoir discuté avec toi. Ouais, bah écoute, plaisir à partager. J'espère qu'on pourra refaire ça un petit peu plus souvent à l'avenir, au moins pour discuter un petit peu des petites avancées de Coinstancy et voir vers où on va. Bah, carrément, et j'ai trop hâte. Parfait. Bon, Dimitri, à la prochaine. À la prochaine, Armand. Merci. Salut.